Ils seraient environ 30 millions, ces Africains, qui ont émigré vers d'autres pays ou d'autres continents que les leurs, selon les différentes données de la Banque africaine de développement ou de l'Agence américaine pour le développement international. Cette population, active hors du continent, est indispensable au développement de l'Afrique, d'un point de vue économique, social, mais également culturel. C'est pourquoi plusieurs pays africains mènent une politique qui se veut volontariste à l'égard de leurs ressortissants établis à l'étranger. À l'instar du Mali ou du Sénégal, le Congo a créé un département dédié aux Congolais de l'étranger. Edith Itoua, nommée à la tête de ce tout jeune département, supervisé par le président de la République en personne, veut renforcer l'implication de ses compatriotes dans des projets de développement porteurs. Est-ce que vous êtes prête à faire le point ? Oui, on va essayer de le faire. Très bien. Alors justement, vous êtes le chef du département des Congolais de l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce département et de quoi s'agit-il ? Je suis censée réfléchir sur comment on pourrait facilement intégrer les Congolais qui vivent à l'étranger ici au Congo, leur faire en sorte qu'ils participent au développement du pays et donc faire des propositions au chef de l'État sur des mécanismes qui pourraient faciliter cette intégration, faire des recommandations et lui ensuite donnerait des ordres, enfin formulerait des exigences à son gouvernement pour qu'il mette en application ces différentes modalités que je pourrais proposer. Voilà. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien ? C'est-à-dire vous avez des rendez-vous avec ces Congolais de l'étranger, vous allez les voir ? Oui, pour les contacter, dans un premier temps, il a fallu aller les voir. Donc on a essayé de commencer par le pays où il y a la plus grande communauté, donc la France. Il s'agissait de les rencontrer, de les écouter, surtout de savoir quels sont leurs problèmes, parce que la problématique n'a jamais vraiment été posée au Congo, de savoir qu'est-ce que font les Congolais d'étrangers, comment pourront-ils participer au développement. Donc là, il a fallu donc faire un état de lieu, il fallait aller les voir, les écouter, donc on les rencontre, et puis finalement, il y a eu une série de rencontres qui a eu lieu et j'ai pensé qu'il fallait créer un site internet pour que de ce côté-là aussi il y ait des échanges. Et voilà, donc on continue en fait à organiser ces rencontres, mais le site aussi continue à fonctionner et les échanges donc par internet sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre que faire des déplacements. Là dernièrement on a été aux États-Unis où ils étaient très contents d'avoir ces échanges avec nous. Dire ce qu'ils attendent du pays, dire ce qu'ils peuvent apporter au pays, c'est important. Et on se rend compte que finalement, ils ont des choses à proposer. Donc il faut réfléchir ici à comment faciliter ce retour. Ce retour ou juste cette participation depuis là-bas. Parce que l'idée aussi, c'est pas que tout le monde rentre ici, c'est comment ils pourront nous faire profiter de ce savoir-faire qu'ils ont accumulés là où ils sont. Alors justement, il y a eu en 2013 un appel très clair du président de la République envers ces Congolais de la diaspora pour leur demander de contribuer au développement du pays. Mais d'où est née cette volonté à votre avis ? Je pense qu'il y a eu un sommet de la diaspora en Afrique du Sud. À ce moment-là, lui, il est arrivé à réfléchir sur la nôtre, donc notre diaspora, notre communauté à l'étranger. Il s'est dit, tiens, il y en a beaucoup, ceux qui sont partis étudier, ceux qui sont partis suite aux événements que le Congo a connu, comment pourrait-il revenir et comment on pourrait prendre en compte leur apport ? Et je pense que l'idée est partie de là. Ensuite, ça a germé, il en a parlé au ministre des Affaires étrangères qui, lui, dans son ministère, a créé une cellule de mobilisation de la diaspora. Et puis peut-être que finalement, en voyant l'évolution du Congo, il s'est dit qu'il faut à côté de moi quelqu'un qui pourrait m'aider à réfléchir sur ces questions-là. L'idée est partie de ce sommet sur la diaspora en Afrique du Sud. Et est-ce que c'est facile donc déjà d'entrer en contact avec ces Congolais ? Quelles sont leurs exigences, leurs craintes ou leurs désirs peut-être par rapport à cette idée de retour ou de contribution au développement du pays ? La facilité serait dans les pays où nous avons des représentations diplomatiques. Et même là, parfois, il y en a qui n'ont pas de contact avec nos ambassades. Donc, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il y en a aussi qui sont dans des pays où il n'y a pas de représentation diplomatique, donc il faut les chercher. Il y a aussi le bouche à oreille qui fonctionne, parce que finalement, je reçois des mails des gens qui sont dans des pays improbables, où on ne pensait pas avoir des Congolais. Donc, voilà, mais je dois dire une chose, c'est que notre grande difficulté va être de faire la cartographie de cette diaspora. Où elle est exactement ? Qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Donc du coup, j'ai mis en place un comité technique qui réfléchit sur la stratégie nationale d'intégration des Congolais de l'étranger
au développement du Congo, qui est un club de réflexion, un groupe de travail. Ils réfléchissent, on a nommé des points focaux dans tous les ministères du Congo. On a associé à eux des organisations internationales du genre OMS, l'OIM qui gère les migrations. On a associé l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne, ainsi de suite. Tous ces gens-là vont nous aider, le privé aussi, donc Unicongo et l'UNOC, et ainsi de suite. On va réfléchir sur comment faciliter ce retour. Et dans ça, il y a la partie comment établir la cartographie, savoir où sont les Congolais, ce qu'ils font, ce qui n'est pas facile parce que finalement, même les pays qui ont une grande expérience dans la gestion de la diaspora ont encore des difficultés à établir cette cartographie. Mais on a quand même une idée de comment les trouver. Quand ils sont dans une association, ce n'est pas évident de leur demander d'aller dans une fédération d'associations pour être un peu plus fort. Donc ça va aller tout doucement et je pense que, j'espère quand même que d'ici la fin de l'année, j'aurai une idée, même vague, de combien il y a de Congolais à l'étranger et ce qu'ils font. Parce que c'est important de savoir. Et alors, est-ce que vous avez une idée de ceux qui sont déjà rentrés, qui ont déjà suivi l'appel du président, qui sont déjà dans un mouvement de retour? Vous avez... Oui, parce que l'idée a fait son chemin, donc maintenant ils sont quand même au courant que le département existe. Donc ceux qui arrivent viennent nous voir pour nous dire voilà, je suis arrivé, j'ai telle difficulté, comment pourrez-vous faire pour m'aider? Ceux qui viennent pour chercher du travail, je prends les CV. J'achemine souvent suivi avec une lettre de recommandation pour dire voilà, ce sont des gens qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, facilitons-leur le retour, donc aidons-les à s'insérer et ça marche. Mais ça dépend aussi des spécialités des uns et des autres, ça dépend des besoins à l'intérieur du pays. C'est pour ça que dans le comité technique auquel je faisais allusion tout à l'heure, on fait aussi l'état de besoin. Il faut qu'on sache quels sont les besoins du Congo. On a formé qui? Parce que nos formations ici se font un peu comme ça. Chacun décide, moi j'ai envie de faire informatique, je vais. Est-ce que le Congo a besoin d'informaticiens? On ne sait pas. Donc du coup, les gens viennent avec des spécialités. On ne veut pas dire dont personne n'a besoin, mais pas grand monde à ce moment-là, maintenant. Comment faire pour les insérer? Il faut réfléchir. Donc l'état de besoin, c'est quelque chose qu'on est en train de faire, d'établir. Et il faut que ça soit dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Qui a besoin de quoi? J'ai parlé avec le directeur général de la SNPC qui me disait qu'il a besoin de géologues. Mais il faut donner l'information à notre diaspora et leur dire, voilà, peut-être que c'est le moment de former des gens dans ce domaine-là. On manque même de soudeurs, ceux qui vont dans les plateformes pétrolières pour aller souder les plateformes, ainsi de suite. On est obligé de prendre des Philippins qui viennent d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas des Congolais en formation dans ces domaines-là? Donc il faut faire l'état de besoin à l'intérieur pour adapter les formations. Mais bon, ceux qui viennent, on essaie de les prendre en charge en sachant que nous ne sommes que conseillers du président, nous ne sommes pas un ministère, donc nous n'avons pas toutes les structures ni les ressources humaines nécessaires pour canaliser ces flux, mais on essaie de faire au maximum. Les obstacles qu'ils rencontrent quand ils arrivent, est-ce qu'il y en a? Et ensuite, s'il y en a, lesquels sont-ils? Il faut dire qu'il y a souvent un décalage dans le sens où ceux qui arrivent veulent que les choses se fassent vite. Et quand ils arrivent dans nos administrations où les choses se font à un rythme, on va dire, normal, eh ben, ça ne colle pas toujours. Oui, Madame Itoile, j'ai déposé mon dossier là-bas, ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, je n'ai pas de retour, qu'est-ce que je fais? Ou simplement que j'arrive dans une administration, je suis mal reçue parce que je ne connais pas. Donc il faut essayer de leur expliquer que nous ne pouvons pas venir calquer ici au Congo ce que nous avons vécu ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Les difficultés, il faut les appréhender, mais avec beaucoup de patience. Il faut qu'on vienne avec de la patience. Parce que le pays a été formaté comme ça. Les gens ne vont pas se mettre à notre rythme, nous qui venons d'ailleurs. Donc il faut qu'on essaie de s'adapter. Les difficultés sont nombreuses et j'essaye, moi, de les alléger au maximum, de les aider au maximum. Il y a quelqu'un qui m'a appelé il y a 2-3 jours pour me dire je veux faire mon passeport. Et ben, quand j'arrive, je ne suis pas reçue, j'ai du mal, j'essaie de dire, écoutez, on va essayer de vous aider, de prendre attache avec les services et demander, parce qu'ici, ce que les gens ne supportent pas, c'est cette impatience de notre diaspora. Ils n'aiment pas quand les gens viennent et veulent que ça se fasse tout de suite. Ce qu'il faut, c'est trouver des moyens de mettre tout ça en équilibre et pour ne pas créer des frustrations de part et d'autre. Hein. Donc voilà, on a
Les difficultés sont là, mais il faut les appréhender avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de tact. Et qu'en est-il des potentialités? Alors bien sûr, on a envie que ces Congolais rentrent ou contribuent d'une manière ou d'une autre au développement du pays. On avait entendu parler des médecins, notamment tout ce qui était professionnel de la santé. Donc il y a des secteurs comme ça qui sont très sensibles et très demandés. Mais quels sont peut-être les arguments que vous pouvez avancer pour les convaincre de venir, pour les convaincre de revenir, ou en tout cas de contribuer même de loin au développement du pays? En fait, le problème, il est multiple, surtout en parlant des médecins. Les médecins sont tout à fait prêts à revenir participer à l'amélioration du système de santé ici. Mais souvent, il se pose un problème logique, qui est le problème de rémunération, d'installation, de tout ça, des acquis sociaux de l'étranger, comment on pourrait continuer à en profiter si on rentre au Congo, on a un patrimoine à l'étranger, comment faire. Donc il y a plusieurs questions comme ça que nous avons intégrées dans notre réflexion. Il faut qu'on réponde à ces questions-là. Ça, c'est pour ceux qui voudront venir s'installer. Il y a aussi ceux qui veulent venir participer temporairement. On a eu aussi cette discussion-là avec notre ministre de la Santé, qui au début semblait un peu réticent dans le sens où ça se faisait un peu de manière dispersée. C'est-à-dire n'importe quelle association pouvait décider d'envoyer des médecins, venir participer, sans qu'il y ait un lien avec la politique nationale santé que développe notre ministère. Donc il veut que les choses se fassent dans les règles. Je suis d'accord avec lui. Donc en ce moment, on avait pensé mettre en place une espèce de comité technique diaspora et l'intérieur qui réfléchissent sur ce qui serait bon à mettre, les synergies qu'il y a à mettre en place pour que cette interaction se fasse de manière efficiente. Mais sinon, les professionnels de santé sont tout à fait prêts. D'ailleurs, ils viennent, on les voit venir chaque été, enfin chaque 15 août par exemple. Il y en a qui vont à Dolisie, il y en a qui vont au centre universitaire hospitalier de Lizy. Voilà, c'est ça, l'hôpital de Lizy. Ils viennent participer, il y en a qui vont à l'intérieur dans d'autres régions, dans d'autres départements, pour aller ponctuellement participer à des opérations de soins comme ça. Moi, ma crainte à moi, c'est que ça soit toujours des choses sans lendemain. Comment on pourrait faire pour que ces retours temporaires, les missions sanitaires temporaires, se pérennisent? C'est-à-dire qu'on peut avoir une mission au mois de janvier et une autre mission au mois de février pour qu'il y ait un suivi de ces malades qui sont soignés par la première équipe. Et c'est vrai qu'ils sont pris en charge par les locaux après. Mais comme s'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est qu'ils sont peut-être plus au fait de la gestion de ces maladies-là que leurs confrères qui sont sur place. Donc il est bon qu'il y ait des équipes qui se relaient. Pour que des équipes se relaient, il faut qu'on ait du monde. Donc il faut d'abord établir cette cartographie des professionnels de santé, donc les médecins, les infirmières, ainsi de suite, les infirmiers. Et à partir de ce moment-là, essayer de faire comme un agenda, quelque chose qui pourrait s'étaler dans l'année. Que les gens ne viennent plus qu'au mois d'août, mais que ça s'étale tout le long de l'année. Il faut qu'on réfléchisse sur comment faire ça. Et il faut éviter, là aussi, de frustrer ceux qui sont là. Parce qu'ils se disent, ceux qui viennent d'ailleurs, ont trop d'exigences. Mais je pense que la question, ce n'est pas de l'exigence. C'est juste que si nous voulons d'une spécialité rare, il nous manque par exemple un néphrologue au Congo. Le néphrologue qui est dans le Val d'Oise veut bien venir s'installer au Congo pour éviter les évacuations sanitaires, pour aller subir des dialyses là-bas. Il y aura quand même un minimum de choses à faire pour qu'il s'installe ici. Si on le laisse dans le besoin permanent, s'il tire le diable par la queue, il ne travaillera pas. Et nous continuerons à sortir énormément d'argent pour envoyer des gens se soigner ailleurs. Donc, c'est une réflexion nationale qu'il faut mener et puis trouver des points de convergence et puis créer des synergies. Est-ce que vous êtes aussi un petit peu un médiateur, une médiatrice, dans la communication entre les Congolais du pays, les Congolais du Congo, déjà installés ici, qui soit ne sont jamais partis, soit sont partis et sont revenus il y a bien longtemps, et ces Congolais de l'étranger là, que vous représentez? Est-ce que vous facilitez la communication? Est-ce qu'il y a, parce que vous parliez des impatiences des uns et peut-être des exigences des autres, mais
En termes de communication, comment ça se passe? Est-ce qu'ils se comprennent? Est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Bon, en fait, l'idéal serait peut-être d'organiser comme un forum, ce qui n'a pas encore été fait, ou comme me disait tout à l'heure une dame qui vient de France, les assises de la diaspora, il faudra qu'on réfléchisse sur le contenu d'un tel forum. Parce qu'effectivement, c'est ce genre de rencontres qui pourront... moi, personnellement, pour l'instant, par médias interposés, j'explique aux uns et aux autres ce qu'on peut gagner les uns et les autres, de travailler ensemble. Mais je n'ai pas eu de rencontre entre ceux de là-bas et ceux d'ici pour en parler. On va le faire, on le mettra en place pour, comme je vous ai dit, pour les professionnels de santé. Il faudrait aussi le faire pour la société civile en général. Il y a beaucoup d'incompréhension. On me disait, quand les gens viennent d'ailleurs, ils viennent avec beaucoup d'arrogance. Ils viennent en donneur de leçons, vous voyez. Et ceux d'ici ne le comprennent pas. Ils me disent aussi, ceux d'ici, parfois, partent avec une espèce de complexe d'infériorité. Il faut trouver des moyens de régler ça, trouver des équilibres. Pour l'instant, je n'ai pas eu de rencontre physique pour faire ça, mais je pense que dans les médias, quand je passe, je donne des conseils aux uns et aux autres sur ce qui peut nous unir, qui est beaucoup plus important que ce qui peut nous séparer, quoi. Alors, Madame Itoua, est-ce que vous avez un agenda bien précis sur les prochains mois? Quels sont un peu les projets qui sont les vôtres? Alors, les projets... Déjà, je continuerai les voyages à l'étranger. J'ai prévu aller en Afrique du Nord, donc dans le Maghreb, où on a beaucoup d'étudiants, par exemple au Maroc. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille en Afrique de l'Ouest pour rencontrer les Congolais de là-bas. Il faut que je fasse un voyage en Asie pour là aussi écouter. Eux, ils ont rencontré le chef de l'État il n'y a pas longtemps, mais on a des retours, il y a des choses à suivre derrière. Donc, l'idéal serait d'aller là-bas. Ici au Congo, donc au-delà du comité technique que j'ai mis en place pour mener cette réflexion nationale sur l'intégration des Congolais de l'étranger, j'ai aussi initié un guide du retour. Je l'appelle guide du retour. Pourquoi? Parce que c'est pour aider le retour. Le retour ou juste le voyage au Congo. C'est un ouvrage, c'est un manuel dans lequel on va essayer de mettre toutes les informations qu'on pourrait avoir besoin quand on veut venir s'installer au Congo. On amène un conjoint étranger, comment il pourrait obtenir la nationalité congolaise. Quand on a la double nationalité, comment on pourrait utiliser ces deux passeports, les impôts au Congo, comment ça marche, donc la fiscalité, les douanes, tout ça. On va faire un manuel. On est en train de le faire en ce moment. On va donc aller voir ceux qui ont des moyens de financer l'impression et la distribution de ce manuel qu'on va distribuer gracieusement dans nos consulats, dans nos ambassades pour ceux qui veulent venir. Pas que les Congolais là, hein, ce sera tout, même les étrangers qui veulent venir. Voilà. Donc le guide, on est en train de l'élaborer. J'avais lancé l'idée d'une maison des Congolais d'étrangers qui sera un lieu là aussi pour concentrer les informations, pour que les gens n'aillent plus dans tous les sens, pour recevoir et donner toutes les informations que le Congolais qui vient d'ailleurs pourrait avoir besoin. Ça s'est fait à Kinshasa à côté, dans les maisons des Congolais de l'étranger. Ça s'appelle pareil parce c'est au Congo également. Donc on voudrait s'inspirer de ça. Il y a des maisons des Français de l'étranger. Il y a plusieurs pays qui ont fait ça. Au fur et à mesure que j'ai des contacts avec les gens, j'ai une base de données sur le site internet qui commence à s'enrichir, et quand j'ai des demandes de différentes structures ici qui cherchent des compétences quelconques, je vais regarder dans cette base de données pour voir si je peux en trouver. Donc il faut continuer à enrichir cette base de données, et puis voilà. Donc les projets, j'en ai beaucoup, et je pense que je vais continuer à... Et puis j'écoute ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il y a des pays qui ont beaucoup réfléchi, qui ont beaucoup travaillé sur la diaspora, qui sont bien en avance par rapport à nous. Donc je lis beaucoup, je regarde ce qui se fait là-bas, et essaie de voir si ça peut s'appliquer ici. Parce que tout ne s'applique pas partout. Il y a par exemple un fonds d'investissement pour la diaspora au Sénégal, qui aide ceux qui viennent avec des projets pour avoir les garanties nécessaires à obtenir des prêts, des banques, des choses comme ça. Ce que nous n'avons pas ici. Et souvent, les Congolais, ils viennent, ils me demandent, il faut qu'on réfléchisse aussi sur une chose pareille. J'ai parlé avec la ministre des PME qui m'a dit qu'elle, au niveau des PME, elle attend la mise en place d'un tel fonds aussi. On pourrait insérer les Congolais d'étrangers dedans. On réfléchit sur les logements qui sont en train de se créer.
comment on pourrait avoir quelque chose pour que les Congolais, même depuis là-bas, puissent acquérir des logements ici. Et ça, il y avait un projet avec la BCH qui va se faire et arriver à obtenir que les Congolais qui vivent ailleurs puissent acquérir des logements et venir plus facilement, parce que le problème de logement gêne aussi beaucoup les retours. On a vécu chez les parents, on est parti 30 ans, on ne revient pas chez les parents, enfin on n'a pas envie de revenir chez les parents, donc il faut gérer le problème de logement aussi. D'accord. Est-ce que vous avez un budget à votre disposition qui permette de soutenir vos projets? J'ai pas de budget. Quand j'ai un projet, je vais à la présidente de la République, je leur explique et puis ils me mettent à disposition ou pas les moyens. Et puis je pense que pour certains projets, je serai obligée de me tourner aussi vers le privé parce qu'il y a des privés qui sont sensibles à l'apport de la diaspora. Donc avec l'aide et de l'État et du privé, donc là, ce partenariat public-privé qu'on pourrait essayer aussi d'appliquer dans ce domaine-là de la mobilisation de la diaspora. Donc on essaie tous les moyens qui existent. Alors Edith et toi, puisque nous sommes ensemble et puisque nous faisons le point toutes les deux, je propose de poursuivre avec notre séquence en pointillé. Si je vous dis Afrique, quel est votre point d'interrogation? Est-ce qu'on aura ce projet réalisé qui parle des infrastructures, qui relierait l'Afrique du Cap au nord? Est-ce qu'il y aura le pont route-rail qui va traverser le fleuve Congo pour aller de l'autre côté? J'aimerais tellement, je ne sais pas. J'aimerais tellement qu'on puisse comme ça prendre une voiture et traverser l'Afrique. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas. Quel est votre point d'exclamation? Alors, mon point d'exclamation, ce serait là encore un point d'interrogation, ça ne devrait pas, ça doit être un point d'exclamation. C'est... peut-on parler d'une seule voix? Ce serait bien de parler d'une seule voix. Les sujets qui concernent l'Afrique se régleront quand on parlera d'une seule voix. Qu'est-ce qui précède vos points de suspension? C'est la situation de la femme africaine. Ouais. Comment pourrait-on faire que la femme africaine arrive à jouir d'une vraie émancipation? Au Congo, on parle de la situation de la veuve, qui est compliquée. Quand le mari meurt, on la vire de la maison avec ses enfants. Et il y a des lois, mais qu'on n'applique pas. Est-ce que la situation de la femme africaine pourrait être un sujet pris à bras-le-corps par tout le monde et y aller, quoi? Et la sortir de son statut précaire dans lequel elle est aujourd'hui, ici comme ailleurs, partout en Afrique. Ouais. Si je dis Afrique, quel est le point fort? Notre point fort, c'est notre jeunesse. Je pense que la jeunesse africaine a des potentialités qui font que si on canalise, on peut y arriver. On peut aller loin avec les jeunes en Afrique. Il faut leur donner des moyens d'avoir accès à Internet, être en rapport avec les jeunesses des autres continents et pouvoir s'instruire, se construire. Et je pense que notre point fort, c'est notre jeunesse. Parce qu'elle c'est la majorité en Afrique. Donc, ouais, c'est ça notre point fort. Si je dis Afrique, quel est le point faible? Eh bien, c'est le manque de consensus, c'est le manque de paroles communes. On y va toujours en rang dispersé. Ça sera toujours notre faiblesse. Tant que l'Afrique ne parlera pas d'une seule voix, on sera toujours faible. Vous voyez cette petite Afrique centrale-là, qui n'arrive pas à mettre en place, cette SEMA qui n'arrive pas à se faire. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on puisse avoir 5 petits pays ou 4 petits pays qui se disent ah ben non, moi je vais être tout seul, on veut mettre en place un passeport SEMA pour les gens puissent circuler dans la sous-région. Non, là aussi ça passe pas. Eh bien, tant qu'on sera comme ça, on sera faible. Les gens pensent que tout seuls, ils peuvent... non, ils n'y arriveront jamais. Et notre point faible à nous en Afrique, c'est le manque de solidarité, le manque de coordination, le manque de consensus. Et ça sera toujours notre point faible. Et enfin, Edith et toi, quel est votre point final? Mon point final, c'est appeler cette colonie congolaise à l'étranger à revenir. Pas spécialement pour s'installer pour de bon. Ceux qui veulent s'installer, tant mieux. Et ceux qui peuvent venir
ponctuellement pour nous apporter de l'aide ici, dans leurs domaines respectifs, je les appelle à revenir voir ce qui se fait. Moi, je suis prête à accueillir ceux qui arrivent, à les informer, à les conduire, à les prendre par le bras, à les conduire, ouvrir des portes. Voilà. Donc, je demande aux gens de venir quand même voir le Congo. C'est un beau chantier. Vous avez fait le tour, vous avez vu ce qui se fait. Et on a besoin de ressources humaines. Et on sent que vraiment là, c'est un autre point faible à l'intérieur du Congo. Ce sont les ressources humaines. On a besoin qu'ils viennent. Donc, je demande à la diaspora de venir. Venir aussi créer des emplois ici. Donc, apprendre à créer des emplois là-bas et venir le pratiquer ici parce que tout est à faire chez nous. Donc, mon appel, c'est à notre colonie à l'étranger. J'allais dire notre diaspora, mais j'aime pas trop ce mot. On va dire notre communauté congolaise à l'étranger. Venez nombreux, venez voir, prospecter, regarder et puis venez faire des choses. Votre apport est important pour le pays. Bien, Edith Itoua, merci beaucoup. Merci à vous. Lundi prochain, nous ferons le point avec Amadou Gallo Fall, président de NBA Africa.